Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Au fil du temps qui reçoit Mamadou Dramé. Mamadou Dramé, vous êtes titulaire d'une thèse de 3e cycle et d'une thèse aussi d'État en sciences du langage. Vous êtes aussi professeur assimilé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous enseignez à ce titre la sociolinguistique, la grammaire française et la dialectique de la grammaire. Alors, quand on a une science aussi docte que ça, pourquoi s'intéresser au hip-hop, en fait, cette culture urbaine? C'est vrai, c'est assez étonnant de voir quelqu'un qui est dans les sciences de la grammaire plutôt. C'est justement de la grammaire qui était ma première spécialisation, qui fait ce revirement-là et qui travaille sur le hip-hop. C'est vrai que c'est assez particulier. Mais il faut dire qu'il y a deux éléments. Il y a un élément subjectif, c'est que je suis de la même génération. Et il y a un deuxième élément qui est plutôt objectif, parce que le hip-hop, comme on le sait, a 5 branches. Et une des branches, c'est la connaissance, ce qu'on appelle le knowledge. Et je me suis dit qu'en tant que quelqu'un qui a vécu cette époque-là, qui n'est pas un artiste, il avait peut-être quelque chose à apporter à cette science. Et c'est pourquoi je me suis intéressé à ça. Je vous renvoie à la question, parlez-vous hip-hop? Oui, en fait c'est une interrogation oratoire, parce qu'en réalité, parlez-vous hip-hop, c'est parlez-vous comme un langage, comme on parle dans la rue. Parce que justement, le hip-hop au Sénégal, le rap en particulier, a réussi à faire de la parole urbaine, de la parole donc dans la rue, il a réussi à la poétiser. Dans le hip-hop, on retrouve les langues que nous parlons quotidiennement, on retrouve également les variétés de langues que nous parlons, on retrouve l'argot, on retrouve donc énormément de choses qui nous renvoient à notre quotidien. Bon, ça se définit aussi par les gestes, par la parole, par la peinture aussi, puisqu'en couverture déjà vous mettez des chaussures. La couverture en elle-même est une couverture hip-hop, parce que c'est ce qu'on pourrait appeler un featuring, parce que c'est un slammer qui a fait la couverture, donc qui a fait le design de la couverture. Mais les chaussures qu'on voit, qui sont sous forme de graffiti, ont été confectionnées par une graffeuse Zenix. Donc c'est Zenix et Salangari et moi-même qui avons fait cette couverture-là. Parce que justement, comme vous le dites, le hip-hop, c'est plusieurs branches. Il y a la branche donc musicale que l'on connaît le plus, qui est le rap, mais il y a également le graffiti, donc qui est un peu cette expression picturale, donc à travers la peinture. Il y a la danse également, qui est une autre forme d'expression, mais il y a aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, l'aspect lié à la vesture, donc les vêtements qui sont hip-hop. Il y a également le langage qui est hip-hop, et il y a même les postures et même les comportements qui sont hip-hop, mais surtout il y a toute une philosophie qui est derrière. On se fait remarquer d'abord par l'apparence. Il y a des changements, ça veut dire que de ce qu'on avait dans les années 80-90, on n'a plus les mêmes comportements, mais quand même on sent que quelle que soit la génération, il y a quelque chose de particulier qui caractérise cette génération-là à travers la démarche, à travers la façon de faire, à travers la façon de se... Des discussions à savoir, est-ce que les origines étaient africaines, sénégalaises? On connaissait bien sûr la kharkharlé, on viendra là-dessus, bon, tous ces modes de locution que l'on connaît, et puis on se disait que bon, il n'était plus question d'imiter, mais question de puiser dans le patrimoine traditionnel pour asseoir un hip-hop plus proche de nous. Tout à fait. Et ça, c'est une discussion qui continue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Gana Gueye avec son morceau-là qui voulait montrer qu'elle aussi que le rap était d'origine africaine. Il y a eu Kumba Gawlo Seck donc qui a également essayé avec Khalis, Ñepp Bëgg Khalis ou quelque chose comme ça, donc où elle a tenté de montrer que les origines étaient africaines, parce que la question des origines est une question qui est très, très importante. Mais tous les écrits que nous avons disent que pour avoir l'origine du hip-hop, il faut aller un peu plus loin, vers les années 1950. Voilà, en Jamaïque, pour eux, l'origine c'est en Jamaïque, même si la naissance officielle c'est en 1973. Ouais, mais avant la Jamaïque, il y avait la soul quand même, dans les années 50, avec ce rythme saccadé. Voilà, justement, ce rythme saccadé, donc ce qu'ils appelaient le jive talk, donc qui existait. Mais en fait, c'est devenu rap lorsqu'il y a eu cette philosophie qui est venue se greffer. Parce qu'à l'époque, on a des ressemblances avec les rythmes en Afrique, vous l'avez dit tout à l'heure, le khahar, le mbak. Donc le tahoran, il y avait des rythmes qui étaient similaires. Donc même dans la façon, dans le phrasé également, il y avait des choses qui étaient similaires. Mais les chercheurs s'accordent à dire que le hip-hop serait né. Et ça aussi, c'est une question. C'est vraiment, les gens ne sont pas tout à fait d'accord par rapport à cela. Parce que le hip-hop, ce n'est pas seulement l'aspect musical ou l'aspect vestimentaire, mais c'est surtout toute la philosophie qu'il y a derrière. Et c'est ça qui fait qu'on a voulu que ça soit né avec DJ Kool Herc en 1973 dans les rues de Harlem et de Bronx. Mais si on faisait de la musique hip-hop par plaisir, mais il y a eu
tout à fait un glissement vers le politique, vers la dénonciation, vers un langage beaucoup plus cru, l'engagement politique. Et là, il faut repenser à Africa Bambaataa, entre autres, parce qu'on sait qu'Africa Bambaataa, par exemple, il faisait partie d'un gang qui s'appelait les Spets à l'époque, avec son frère. Et lorsque son frère s'est fait tuer dans une bataille de rue, c'est en ce moment-là qu'il a commencé à imaginer. Il s'est dit, mais cette musique que nous utilisons dans la rue, ce sont des battles qui nous permettent d'éviter la violence physique. Parce que souvent, les battles avec des insultes, des injures, donc il y avait des stratégies comme le Dawson, où il fallait faire des vers de 12 syllabes, donc dans une confrontation avec l'autre, ou bien des signifying monkey, où il fallait fâcher l'autre, et celui qui se fâche le premier, il a perdu. C'était des façons de contourner la violence physique, en utilisant la violence verbale. Et Africa Bambaataa a dit, mais écoutez, on a toute une énergie négative qui est en nous, que nous essayons d'extérioriser. Et très souvent, les gens, les Blancs particulièrement, amenaient la drogue dans nos quartiers et voulaient que nous restions dans la violence physique. Est-ce qu'il n'est pas possible de changer ça? Le paradigme est d'essayer de faire la violence physique, de l'exprimer par la violence verbale. Et ça a changé radicalement la façon de faire. Premier album, 1979. Oui, avec Sugar Hill. Oui, ça c'est le premier album enregistré, donc qui date de 1979. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de battles, il y a même des femmes qui ont joué des rôles, parce que la sœur de Kool Herc également a joué un grand rôle dans le hip-hop, et on l'oublie souvent. Et je crois que dans le cadre du 8 mars, il serait bien qu'on revisite un peu son œuvre pour voir comment elle a aidé le mouvement à pouvoir se développer. Mais il y a eu ces albums-là. Ensuite, on a compris progressivement que c'était une machine financière. Donc on est sorti donc du rap un peu comme élément de rêve. Ensuite, engagement. Maintenant, c'est l'économie qui prend le dessus. Ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner dans le rap. Et non seulement dans la musique, mais également avec tous les produits dérivés. Notamment parce que les Noirs étaient aussi dans une perspective de consommer nègre. Et dans la consommation, il y avait des vêtements qui sont nés, il y a des lignes de vêtements qui sont nées. Des chaînes en or, parce qu'il fallait montrer qu'on est... Parce que ça aussi, c'est très important dans la philosophie des premiers... Parce qu'il fallait montrer qu'on est passé d'un statut social à un autre. En général, quand les gens aux États-Unis passaient d'un statut social à un autre, le premier réflexe, c'était de quitter le Bronx, de quitter le ghetto pour aller à Beverly Hills pour montrer qu'on a changé de statut. Et il y a un auteur qui fait un travail extraordinaire, il s'appelle William Laboff, qui travaille sur la lettre R. Il a fait une étude pour montrer que lorsque les Noirs changent de statut social, la première chose qu'ils font, c'est de changer leur prononciation. Et la prononciation du re. Parce que d'habitude, dans les ghettos, les gens ne prononcent pas le re. Donc, pour montrer qu'ils ne sont plus des membres du ghetto, il dit que la lettre re, ce qui caractérise les gens qui ont quitté le ghetto et qui sont venus dans les quartiers hippies. Mais le déclic est venu aussi, en tout cas en ce qui concerne l'aspect commercial, c'est 1980 aussi. Oui. Vous savez, au départ, il y avait des majors qui ont compris qu'il y avait de l'argent à gagner. Et les majors étaient gérés par les Blancs. Quand les gens ont vu qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner, c'est à ce moment-là que les producteurs noirs ont commencé à investir dans le rap. Et en investissant, ils ont créé des gens comme Ice-T, comme Ice Cube, ils ont créé Public Enemy, ils ont créé donc des gens comme MC Hammer, donc qui étaient des machines à sous, qui étaient capables de vous générer énormément de sous. On se rappelle les Big D, on se rappelle également Tupac un peu plus tard, dans les années 90, et Dr. Dre qui est devenu l'un des plus grands milliardaires, et il n'a fait rien d'autre que la musique, et la musique hip-hop. Donc c'était une manne financière que les gens ont compris et ils ont investi beaucoup dans ce volet-là. Prenons-en au Sénégal, en 88, que le rap, effectivement, avec l'année blanche, que beaucoup de jeunes qui imitaient effectivement le rap venu des États-Unis, apporté, comme vous le dites aussi, par les fils des nantis du Sénégal qui allaient aux États-Unis et qui ramenaient des disques. Tout à fait. D'ailleurs, Didier Awadi, dans son discours, dit souvent qu'il fait partie de la génération 88. 1988 était une époque tout à fait particulière, avec l'année blanche, avec les manifestations qu'il y a eu, avec l'élection présidentielle qui était très très compliquée. Et beaucoup de jeunes avaient beaucoup de temps pour pouvoir s'adonner à des choses, et c'est ça qui a boosté un peu. Mais ce qui est paradoxal avec le rap, c'est que plus tard, il y en a qui vont s'accaparer le mouvement en disant qu'il faut venir des ghettos. Et ce qu'ils appelaient le ghetto, c'était Médina, Grand Dakar ou la banlieue. Donc les quartiers difficiles, c'est ça qu'ils appelaient le ghetto. Mais en réalité, les premiers à amener au Sénégal les morceaux de rap, ce n'étaient pas ces gens venus des ghettos, c'était des gens, fils de riches, qui avaient la possibilité d'aller aux États-Unis, donc de pouvoir voyager. C'est eux-là qui ont amené le rap au Sénégal. Mais ça a été vulgarisé
par les émissions radio et les émissions télévision. Génération arrive donc en 1992 avec le CCF. Voilà. J'ai beau chercher parce que j'avais ce disque CD dans mes... Mais justement, je me souviens, c'est Bélorger qui était le directeur du Centre culturel français, donc qui a édité le premier album rap, effectivement. En fait, c'est le morceau. Le morceau, voilà, le morceau dans une compilation. C'est une compilation, c'est vrai. Abindour, il y avait Alun Kassé, il y avait une compilation de DK92. Mais là, ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est qu'il y a eu pendant longtemps du mimétisme. Les rappeurs sénégalais ont mimé ce qui se faisait en Occident. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils parlaient à un public, mais ils lui parlaient et lui disaient des choses qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils utilisaient des langues étrangères. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à chanter en Wolof. Et le premier album, moi, j'ai reçu ces informations-là de quelqu'un qui était ici, avec vous, Aline Badara Dieye, qui a fait beaucoup de documents sur le hip-hop à l'époque, qui a documenté beaucoup. Je ne sais pas ce que sont devenus ces écrits, mais ce sont des écrits qui sont extrêmement importants dans les archives, on devrait les retrouver. Donc, qui a montré que le premier morceau, c'est PBS. Positive Black Soul, PBS, voilà. Mais le premier album, ce sera l'œuvre de MC Lida, MC Number One. Qui était italien, justement, voilà. Enfin, sénégalais, mais vivant en Italie. Exactement. Et Mbake Djoum. Ouais. Mbake Djoum qui chantait également Samaya et Nangmabal, Samaya et Nangmabal. Et il y avait aussi une chose importante qui a beaucoup influencé les jeunes à l'époque, c'est lorsque Aziz Coulibaly disait, à l'époque, si je me souviens bien, il disait: quand je pense que tu penses que je pense à toi, cette pensée me fait penser que tu penses à moi. Donc il y avait cette phrase-là que les gens reprenaient et qui a beaucoup influencé également les jeunes. Donc pour dire que cette époque-là, de 1988, donc avec les groupes de danse, parce que la plupart des mouvements étaient d'abord des groupes de danse, les groupes de danse sont mués en groupes de rap. Et à partir de ce moment, on a commencé à l'appropriation qui commence par les langues. Mais ce n'est pas seulement les langues qui vont faire l'appropriation donc, du mouvement par les Sénégalais. Naissance aussi de, vous l'avez vu, PBS, P. Floyd, Daradi. Oui, Daradi, ça c'est un peu plus tard. Parce que en fait, c'est PBS qui commence. Ça c'est en 93. Voilà, c'est PBS qui va donner la chance à Daradi, qui va chanter avec Daradi dans les 94 ou 96. Ensuite, P. Frost, qui fait des trop choses avec P. Frost. Et va faire même, parce que le PBS va jouer un rôle extrêmement important avec des compilations dans lesquelles il permettait à des jeunes qui n'avaient pas la possibilité d'aller dans un studio de monter au moins un morceau. Et à l'époque, c'était très important parce que, vous savez maintenant, il est facile de faire du rap, à mon avis, parce que chacun est capable d'avoir son propre home studio. Alors qu'à l'époque, c'était extrêmement difficile d'avoir un studio, extrêmement difficile même de répéter parce qu'il fallait utiliser les magnétophones face A, face B et utiliser même l'instrumental qui accompagnait les albums que l'on recevait des États-Unis pour pouvoir s'exprimer. Et à ce moment-là aussi, une chose sur laquelle j'aime bien insister, c'est que les jeunes de l'époque donc devaient d'abord gagner la bataille du quartier. Il y avait toute une reconnaissance qu'il fallait avoir avant d'arriver. Pour être vu par le PBS, pour jouer sur la scène du PBS ou du Pufras ou du Daradi, il fallait montrer dans son quartier qu'on existe. Donc après, à partir du quartier, on monte dans la ville. À partir de la ville, on monte dans la région. Après la région, on monte national. Après national, maintenant, on atteint l'international. Ce qui est le chemin inverse maintenant. Avec des frères, avec des gens qui étaient des petits frères, qui vous défendaient, des grands frères également, qui vous aidaient à... Donc il y avait toute cette architecture-là qu'on ne retrouve plus maintenant. Bon, c'est vrai que les conditions ont changé également. Oui, mais c'était intéressant parce qu'il y avait une réappropriation de son milieu, d'abord, ce qui a donné aussi le set-setal. Voilà, exactement. Les fourrels, il y avait des podiums. Il fallait monter des podiums dans le quartier et montrer à tout le monde qu'on est capable de faire. C'était un grand défi. Et il fallait dire des choses intéressantes, il fallait les dire également de façon agréable et surtout, il fallait conquérir son public. Et la conquête de ce public, ça se faisait de façon graduelle. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, il faut souligner le rôle du Centre culturel français. Je pense que le Centre culturel français a été... J'aime bien ce mot-là qui est maintenant catalyseur, parce que c'est un mot à la mode. Voilà. Il faut dire qu'il y avait quand même un directeur qui était très dynamique aussi, c'était Bélorger, qui invitait vraiment tous les jeunes à s'exprimer aussi bien
à l'image que aussi pour la musique. C'est une sorte de reconnaissance quand même d'avoir fait cet album-là. Ah oui, vraiment, parce que ça... Et puis ça a permis également de faire venir des gens comme Solar. Oui, c'est vrai, MC Solar qui a rencontré les PBS et qui a permis aux PBS d'arriver à un certain niveau. Ensuite, les Daradi ont pu, grâce au... Je ne sais pas si c'est grâce, mais en tout cas, s'il y a une coïncidence, ont pu travailler avec Passy. Parce qu'à l'époque aussi, chaque fois qu'il y avait des acteurs qui étaient de première envergure, le CCF les faisait venir au Sénégal. Et une fois au Sénégal, ils étaient avec des jeunes et ils permettaient à ces jeunes-là de sortir. Même si les chanteurs sénégalais également ont joué un grand rôle. Parce que Baaba Maal a fait un featuring avec le PBS, Youssou Ndour a fait un morceau avec les Daradi, et ça a permis également aux autres de pouvoir être connus. Et Baaba Maal également, on a vu le morceau qu'il a fait dans lequel il a invité des rappeurs donc qui sont venus chanter et qui a même permis à certains d'avoir des contrats à l'international avec la structure Mango. Donc ce qui a permis au rap d'atteindre donc un certain niveau. Bismillah. Assalamu alaikum bandirabe halpularen. Allah ji Baaba Maal. Nubian Dagiti. Amadou Kou리 Gonga de Bida Bismillahi somi umima Arrahmani somi yaynima Jengo doro somi fudima Bandirabe halpulare misalmini mon salamu alaikum Chagal alayna ladum neddo ko bandum Allah ko buri welde e weltinde bandum men dum adine ummade weltinde banda men Allah ko buri welde e wonde halpular e demgal halpular e leñol halpular fuuta toro fuuta jalon ha fuuta masina minen jidi yumay baba amin jati Allah pular fof ko gotum yo pular yar yeso gumote daroden ha fuuta yar yeso yo pular yar yeso Yo Fuuta yari yeso Yo Senegal yari yeso Yo Afrika yari yeso Yo Pular yari yeso Yo Fuuta yari yeso Yo Senegal yari yeso Yo Afrika yari yeso Mais ce qui m'a étonné dans votre livre, Mamadou Dramé, c'est que je ne trouve pas de femmes, quand même. Ouais. Alors que Fat Kandé a sorti un livre, effectivement, sur la scène hip-hop et surtout les femmes dans le hip-hop. Non, mais en fait, il faut dire que moi, j'ai toujours considéré que le hip-hop était quelque part un genre plus ou moins misogyne, où les femmes jouaient un rôle, mais jouaient un rôle de second plan. Quand on regarde les premières femmes qui ont à part Fatim, la plupart étaient dans les chœurs. Sister Joyce, à l'époque, on se rappelle, les rappeurs du Tim Timol également, la plupart des femmes étaient reléguées à un rôle secondaire. Et ce n'est que dans les années 2000 qu'elles commencent à s'affirmer. Il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque. Parce que le corpus sur lequel je travaille est un corpus qui date, qui gère plutôt les origines, donc de 1988 jusqu'à peut-être 2004-2005. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui s'exprimaient comme ça a été le cas. Mais plus tard, on a eu les Alif, les groupes là qui sont venus, les femmes ont voulu également montrer leur présence. Mais il faut dire que les femmes étaient difficilement dans le mouvement à cause des préjugés. Ah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de préjugés. Donc sur les rappeurs, que c'était des bandits, c'était des drogués, des fumeurs de chanvre. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que... Et un langage aussi dur quand même. Un langage ordurier, à la limite. Ordurier, un langage qui est vraiment d'une certaine qualité et que les femmes pas qu'elles ne se voyaient pas, mais quand même la société les jugeait. Et ça quand même cassé un peu la dynamique, sans compter le fait que
les femmes étaient sujettes à des mariages, à des grossesses, donc ce qui constituait également des freins pour qu'elles puissent faire une carrière comme les hommes. Mais qu'est-ce qu'elles ont apporté au mouvement hip-hop, les femmes? Mais elles ont beaucoup apporté, surtout au niveau des sonorités. Parce qu'on a vu par exemple dans les années 2000, les sonorités ont beaucoup changé parce qu'il y a eu si vous me permettez, je retrace un peu. Je parlais tout à l'heure d'appropriation. Il y a eu l'appropriation par les langues, mais ensuite il y a eu l'appropriation par les rythmes. Il y a eu l'introduction du tama, il y a eu l'introduction de la kora dans le rap. Donc ensuite il y a eu même le rap mbalax. Il y a eu le rap salsa. Donc, et en 88, il y a une action, moi que je considère comme étant pas très positive pour le rap, c'est le rapadio qui a complètement cassé la dynamique. Quand le rapadio est venu donc dire que tout ce qui se faisait c'était des fakes, c'était pas des choses qui étaient bien, parce que les gens sont dans le bling bling, ils sont dans le fun. Ça a complètement réorienté le rap et tout le monde a voulu se mettre dans le rap hardcore pour montrer qu'on existe. Je ne sais pas si vous vous rappelez la chanson des Daradila, Microphone Soldat, où ils veulent montrer eux aussi qu'ils ont la virilité avec les mots soldat, kalachnikov, etc. Mais le rythme militaire également pour montrer qu'on existe, parce que c'était une réponse. Donc par rapport à ce qui se faisait, Awadi a fait Tcholi, etc. Voilà, pour montrer que ce sont des chiens qui parlent, mais bon, on s'en fout, quoi, ça ne gêne pas. Mais les femmes, quand elles sont arrivées, elles ont changé elles ont commencé à faire du rap, mais en mettant des rythmes mbalax. Certains ont dit que c'était pas du rap, d'autres ont dit que c'était du rap, mais au moins elles ont réussi à donner une certaine connotation sénégalaise. Quand on entend ce que les femmes faisaient, surtout les groupes comme Alif, on se rendait compte que c'était vraiment du rap et du rap ancré dans nos réalités nationales. La réalité du rap aussi, c'est une reconnaissance, vous l'avez dit, c'est un moyen d'exister et aussi de briser peut-être les préjugés qui frappaient tous ces jeunes. Oui, tout à fait. Parce que ces années de la naissance, donc les 15 premières années, étaient des années qui étaient très difficiles sous le régime de Abdou Diouf, avec l'ajustement structurel, avec l'abandon scolaire et l'échec scolaire massif. Il y avait également pas d'emploi. Les jeunes vadrouillaient dans la rue, ne savaient pas quoi faire, passaient plus de temps à prendre du thé dans les bandiarlés, donc il y avait au niveau des quartiers. Et ces jeunes n'étaient même pas considérés. Et quand le rap est venu, il a un peu changé cette vision. Et comme dit Keïti, il disait à l'époque que c'est-à-dire ce qui est là devant vous, mais vous ne voulez pas le voir, nous allons vous montrer cela. Et ce qu'il a montré à travers la musique, à travers les clips, donc on nous montrait cela, parce que les jeunes avaient besoin à l'époque de reconnaissance. Ils avaient besoin de s'exprimer. Ils avaient besoin que les gens entendent leurs cris. Et d'ailleurs, quand vous regardez leurs textes, ce sont des textes qui sont politiquement extrêmement engagés à l'époque, surtout dans les années, à la fin des années 90, au début des années 2000. Il y avait beaucoup d'engagement politique où les gens disent, surtout contre les politiques également. Non seulement d'engagement politique, mais également un discours très musclé contre les politiques. Et il y avait des insultes, il y avait des injures. Ce n'était pas seulement une reconnaissance, mais aussi un mouvement solidaire. Exactement. Parce que à l'époque, c'est vrai que ça se voit de moins en moins. Mais à l'époque, il y avait cette solidarité liée au quartier. Et les gens se mettaient dans des clans, ce qu'ils appelaient des clans. Il y avait le clandestin, il y avait le Capsi clan, donc les gens qui venaient de Capsi. Il y avait le CRAC, coalition des rappeurs de Yembel. Et cette solidarité se faisait à travers une sorte de 3 générations. Il y avait les grands frères, donc par exemple Didier Awadi et Dagiti qui étaient les grands frères. Ils avaient des petits frères donc, qui chantaient, qui étaient dans le clandestin. Et il y avait les jeunes maintenant qui poussaient. Et ça se voyait surtout lorsqu'il y avait des clashs. Par exemple, quand un groupe attaquait le DJ Awadi, ce n'est pas lui qui répondait, ce sont les petits frères qui répondaient. Et après, les petits frères répondaient à l'autre. C'est vrai que ça a permis au rap d'évoluer et de bouger dans le bon sens. Ce qui vous a le plus intéressé dans ce mouvement-là, c'est que c'est le moyen d'expression. C'est que pour eux, c'était aussi un moyen d'expression à travers le langage. À travers le langage, ils se sont exprimés. Ils ont exprimé leur monde, ils ont exprimé leur quotidien. À travers ce langage-là, les jeunes ont réussi à montrer qu'ils étaient capables donc de s'assumer. Et ça, c'est important. Et surtout, ils ont imposé leur façon de dire. Quand on écoute les morceaux de rap de cette époque-là particulièrement, on retrouve énormément de mots qui relèvent des langues nationales. Parce que très souvent, dans le mbalax, les gens cherchaient un Wolof qui était très recherché. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont essayé ça, parce que Ndongo Dara, jusqu'à présent, est dans ce Wolof-là, qui est très, très châtié, qui est très recherché. Il y a eu également... Un Wolof du terroir. Voilà, un Wolof du terroir.
Je ne sais pas si vous vous rappelez ce groupe-là, Gofo, qui faisait un groupe avec Big D. Et ce droit de vivre, comment ça s'est exprimé au-delà du langage? Bon, parce que là aussi, c'est une revendication. Mais il y a eu la vesture. Donc, à travers la vesture, ils sont allés même jusqu'à se dire qu'au-delà de la musique, est-ce qu'il n'était pas possible de faire autre chose? Est-ce que l'entrepreneuriat n'était pas possible? Ils ont créé des structures, et c'est ça qui continue maintenant. Quand on voit des structures comme Africulture Band, qui date d'environ presque 16 ans, donc Africulture Band, Guédiawaye Hip Hop, qui est venu un peu plus tard, les jeunes ont compris qu'il était possible, parce qu'il arrive un moment où c'est vrai que la musique, elle est fun, elle est intéressante, mais il faut aller au-delà de la musique. Est-ce qu'il ne faut pas vivre autrement? Surtout que beaucoup d'entre eux ont atteint un âge où il n'était plus possible de retourner à l'école et il n'était plus possible d'apprendre un métier. Maintenant, est-ce qu'à travers ce qu'ils font, il n'est pas possible de faire autre chose? Et c'est ça qui les a poussés dans les actions sociales également. On voit les actions dans les prisons, on voit le hip-hop environnement, hip-hop education, on voit même le graffiti à cause sur ça avec Graph Santé, où les jeunes ont compris qu'au-delà de la musique, ils pouvaient jouer un rôle. Sans compter maintenant le rôle politique qu'ils vont jouer un peu plus tard avec des mouvements comme Y'en a marre, qui sont nés des flancs du hip-hop. Est-ce que vous avez fait le rapprochement entre la déclaration malheureuse, il faut le dire, de Diouf quand il parlait d'une jeunesse malsaine? Voilà. Est-ce que ça n'a pas contribué aussi à durcir peut-être le verbe des hip-hopeurs? Oui, et Awadi revient souvent sur ça, cette génération sacrifiée, cette génération malsaine. Donc à l'époque, et je crois que ça aussi, ça a joué un grand rôle parce que les jeunes ont voulu montrer qu'au-delà de cette vision qu'on avait de la jeunesse, il y avait autre chose qui était possible de se faire à travers le hip-hop. C'est pas seulement le hip-hop, hein. C'est vrai que dans d'autres mouvements également, les gens vont s'exprimer, mais les jeunes ont voulu montrer que cette jeunesse qu'on dit malsaine n'était pas si malsaine que ça. Elle était capable de briser des montagnes, et on l'a vu en 2000, lorsque les jeunes surtout les rappeurs, se sont investis donc dans la conscientisation, parce qu'ils ont dit qu'il faut conscientiser les jeunes. Il faut leur montrer qu'on peut changer les choses. D'ailleurs, l'album Révolution en 1900-2000 revient sur ça, ou l'album Politicien, où ils nous disent que les politiciens, ce sont des politiciens. Donc, ils vous utilisent, après ils vont vous laisser, quoi. Donc ça a permis aux jeunes de se rendre compte qu'ils étaient constitués une force et il était possible avec eux de faire bouger les choses, et ils l'ont réussi. Juste pour vous rappeler qu'au fil du temps, on reçoit Mamadou Dramé pour son livre « Parlez-vous hip-hop, langage de la rue et transgression langagère au Sénégal ». Mamadou Dramé, comment expliquer le fait que ces jeunes-là ne soient pas entendus par les politiques quand même, parce qu'ils disent leur mal-être, leur avenir, qu'ils aimeraient se dessiner quand même d'une manière lumineuse? Bon, il y a eu deux éléments. Le premier élément, c'est qu'au début du rap, les gens écoutaient mais n'entendaient pas. Parce que le phrasé était tellement rapide que les gens ne comprenaient pas ce qui se disait. Ça, c'est un premier élément. Mais ça a été corrigé. Quand vous vous rappelez Pakoti, quand il est arrivé, il a complètement changé la donne. Il a commencé à parler un Wolof. Et un Wolof qui était compréhensible. Hein. La musique devenait plus posée. Ça, l'autre chose, c'est qu'il y avait cette dimension et cette vision que les gens avaient déjà. Ils étaient persuadés que c'était des délinquants. Donc des délinquants qui ne méritaient pas d'être entendus. Même si on a noté à l'époque des prêcheurs comme Taïb Sosé, je crois, qui disaient que, attention, ces jeunes que nous avons là, eux, sont capables. Ils disaient que certains prêches qu'on retrouve dans certaines mosquées étaient moins pertinents que ce que les jeunes disent. Et ils nous invitaient à les écouter. Mais on ne les a jamais écoutés. Parce que là aussi, il y a eu... Ça, c'est un problème de la jeunesse. Hein. Je pense que tous les régimes qui sont succédés ont eu des difficultés à parler avec la jeunesse. Parce que très souvent, quand on dépasse une génération, on ne la lit pas sous l'aune de ce que la jeunesse signifie et ce qu'elle est fait, mais on lit la jeunesse en fonction de ce que nous considérons, nous, comme étant bon ou comme étant mauvais. Et c'est ça qui crée des frictions avec les jeunes. Donc on les a écoutés, mais on les a écoutés tardivement. Par exemple, Abdou Diouf les a écoutés, mais c'était trop tard. yow léegi taabal nga yow. Ah soxna si gis nga de tubaab yi ñu ngi ñuy jaay lépp, ñu ngi ñuy jaay géej gi, ñu ngi ñuy jaay yéet ak sax netetu. À l'heure du bilan, rien à se mettre sous la dent. 7 ans ñu pète suñ temps ci bii banditisme d'état sans précédent. Même truand, même fainéant, même incompétent, même vieillard dans le vent. Ñaata buubu golo ñoo transhumé, ñaata patron de presse acheté, ñaata juge sans dignité, ñaata bavure policière, ñaata litige foncier, ñaata ministre yu cuune, ñaata scandale, ñaata ñoo am couverture médicale, ngay saraxe ay bourse sociale.
rien que ton parti. Fàtte la patrie. Pétrole sa rak. Contrat say goro. Marché public tubaab yi. Sénégalais yi kolo. Même chat yi même chien yi. amuñu vergogne. Simee seen cere suñu rongoñ. jox ñu suñu carte yi. dangaa tële. xam nga ne dañ la fiy jëlee. justice bi léegi dafa naax saay. li duf li nag li lépp daf ko jaay. ñi ànd ak moom ñoo ngi daa saay. dañu dëgg Macky mooy saay saay. lépp lum la dig lu dul yóbbu la dig xamal ni dana dig waa ji moom matul nit di fekk rek ne nit kon comme di lem nga nit askan bi dee wa xiif nga jàpp doori liif jàmm daf fi gëj étudiant yi nga gëj élection yi di lëj opposant yi nga tëj jurgo saga ñu mar naa. À l'époque, il y avait aussi des groupes cibles. Et dans le verbe, d'abord les politiques, vous avez des politiciens. Voilà. C'était des cibles privilégiées. Et il y a aussi les religieux. Et les religieux n'ont pas échappé. Les religieux n'ont pas échappé, surtout par rapport aux consignes de vote. Surtout les religieux qui donnaient des consignes de vote ont eu beaucoup de difficultés avec les rappeurs. Je note dans mon livre, par exemple, que des rappeurs comme Bambino a eu des difficultés avec un certain marabout dont les talibés n'ont pas apprécié les propos qui étaient dits sur eux. Et c'est là où je parle de transgression langagière, parce que là, on transgresse véritablement, on les insulte. Mais contrairement à ce qui se fait maintenant, où les insultes sont souvent frontales, les jeunes trouvaient des stratégies de contournement. C'est-à-dire qu'ils n'insultaient pas de père toujours. Il y en a qui le faisaient, mais ils n'insistaient pas. Mais la plupart ne le faisaient pas. Et quelqu'un comme Pakoti insistait beaucoup sur ça. Il disait souvent, faites attention, parce que ceux qui nous écoutent ont l'âge de nos pères et de nos grands-pères. Ce sont des gens qui ont l'âge de nos mamans. Est-ce que nous devons leur servir un discours qui n'est pas digeste? Mais il passait par des stratégies de contournement. Par exemple, pour ne pas dire des mots, ils utilisaient des métaphores. On utilisait des scratchs même. Parce que là où on doit mettre une insulte, ils mettent un scratch pour éviter de dire le mot qui est interdit. Ils utilisaient des euphémismes. Et ça leur permettait de faire passer leur message, même s'il y en a qui ont été dans le langage cru, qui ont vraiment été très, très, très durs avec les hommes politiques et les religieux également. Mais ils n'ont pas été tendres avec certains jeunes. Quand Awadi dit dans J'accuse, dans son morceau j'accuse la France, j'accuse les présidents africains, mais il dit j'accuse les Africains également, les jeunes Africains qui se mettent là à parler et qui ne font rien pour faire bouger les choses. Donc beaucoup de violence verbale. Par exemple, quand on voit là où Dip est arrivé avec Omzo, dans les insultes et dans les injures, où les gens s'insultaient de père et de mère dans un morceau, ça c'est l'année passée ou il y a 2 ans, sont des choses qu'on ne retrouvait pas forcément dans ces années-là, où c'était exceptionnel de voir ça. Vous avez fouillé ce langage-là, et j'en reviens à ma première question. Comment se fait-il que ce langage ordurier, etc., vous ait intéressé, et qu'est-ce que vous y avez découvert? Bon, en fait, si je reviens à la genèse, vous savez, moi, j'ai voulu faire un DIA à l'époque, ce qu'ils appellent maintenant Master 2. Voilà. Donc, un DIA, c'est un diplôme d'études approfondies, et le seul sujet qui m'intéressait, c'était le hip-hop. Parce que, d'une part, il y avait un constat, c'est que la plupart des gens qui venaient et qui travaillent avec moi, il y en a qui travaillent avec moi, j'étais très jeune, mais je les assistais un peu dans leur recherche. C'était des gens qui venaient d'ailleurs et qui documentaient le hip-hop qui se fait chez nous. Et je me suis dit que nous aussi, on avait quelque chose à dire, quoi. Parce que très souvent, on voyait qu'il y avait des confusions, ils ne comprenaient pas un certain nombre de choses, ils n'étaient pas trop dans ça, même si on court le risque, parce que nous sommes passionnés, de dire des choses uniquement par passion et non pas parce que c'est la science. Donc il y a eu cet élément-là, et si je vous dis que j'ai fait 2 ans pour avoir un encadreur, parce que les premiers que j'ai vus m'ont dit que non, ce sujet n'était pas un sujet qui était digne. Il fallait travailler sur Verlaine, sur Rimbaud, Chateaubriand, Léopold Sédar Senghor, et pourquoi vous parlez de cela et vous ne parlez pas de ceux qui sont là maintenant. Vous ne parlez pas de cela et vous voulez parler de hip-hop. Mais je me suis entêté et j'ai trouvé Pape Aliou Ndao qui a accepté de m'encadrer, donc pour ce mémoire de DIA là. Et j'ai travaillé d'abord sur le Daradji. Il fallait montrer le langage. Et mon postulat de départ, c'était que, comment se fait-il que chaque rappeur se dise « je représente ». Et ça, c'était un terme qui revenait dans tous les albums. Représente. Et chacun dit que nous sommes le rap galsen, et il parlait un langage que personne ne comprend. C'était ça mon postulat de départ. Pourquoi il parlait ce langage-là, et alors qu'il se revendique d'un certain niveau. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai travaillé d'abord sur l'argot.
Parce qu'il y avait beaucoup de mots argotiques. Et l'argot, on sait, c'est le langage hermétique. Donc on ne peut pas parler à un monde, dire qu'on va le... C'est le verlan, quoi, voilà, le fait de retourner verlan, les phrases, etc. Oui. Mais le verlan, un des domaines de l'argot. Ouais. Il y a, le verlan en fait partie. Et il y a beaucoup de verlan. Nikov Kalash, par exemple, que le Dardi dit. Donc pour dire Kalachnikov... Bon, pour ceux qui ne comprennent, le verlan, c'est à l'envers. Parler à l'envers. Voilà, exactement. Mais il y a eu des troncations également, il y a des troncations, il y a même des mots qui changent de signification. C'est ce qu'on appelle chez nous la désémantisation. Parce qu'un mot peut avoir une signification, mais chez nous, quand on l'utilise, ça signifie autre chose. Et je me posais la question, parce que j'avais lu des articles sur l'argot, et on me disait que, par exemple, lorsque vous arrivez à Sandaga, vous voulez acheter une chemise, même si elle coûte 1000 francs. Si quelqu'un vous dit 5000, c'est comme si tout le monde s'était accordé à dire 5000. Parce qu'il se disait des choses que nous ne comprenions pas. Et j'écoutais aussi une fois Feu Sid Lamignas, que Dieu ait pitié de son âme, qui racontait qu'en prison, les gens disaient que c'est enceinte ou bien elle a un enfant. Pour dire que le chanvre indien est arrivé. Donc, et c'était pour se cacher des gardiens qui ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils se disaient. Et je me dis, mais attends, comment peut-on parler à un peuple, dire qu'on veut le conscientiser, qu'on veut lui faire prendre conscience de sa situation et le dire dans une langue que le peuple ne comprend pas. Et c'était ça le postulat de départ. Mais après, j'ai vu que c'était d'abord une question d'identité. Parce que toutes les personnes qui parlaient de cette façon-là se reconnaissaient. Identité de groupe. Voilà, c'est une question de groupe. Le groupe, c'est une question d'identification, mais une question d'auto-exclusion, mais également d'exclusion des autres. Cela veut dire que les gens qui ne veulent pas qu'ils comprennent ne comprendront pas. Et le deuxième aspect, c'était que si vous voulez comprendre ce que je dis, faites l'effort de venir comprendre ce que je dis. Et c'était cet effort-là qu'on imposait aux politiques, parce que quand ils ont commencé à comprendre que ce langage était un langage qui était extrêmement dangereux, qui était très subversif, qui disait des choses et qui amenait les jeunes vers une direction, les hommes politiques ont commencé à s'intéresser. Mais si vous voulez le comprendre, il faudra faire l'effort. Ce n'est pas en restant dans votre tour d'ivoire, il faudra faire venir pour pouvoir comprendre cela. Et troisièmement, on a constaté qu'ils ont enrichi la langue. Ils ont fait revenir des mots qui étaient perdus. Par exemple, des mots Wolof, donc des mots qu'on retrouve dans le groupe Yatfou. Donc dans Yatfou, on trouvait des mots qui revenaient, qu'on avait complètement oubliés. Et des slogans également qui étaient des slogans qui mobilisaient. Del Daucho, Boulfale, donc tout ça sont des slogans. Le Pifras avait également lui aussi un mot qui les reliait et qui permettait aux jeunes de pouvoir se reconnaître et de pouvoir exprimer leur mot. L'utilisation de proverbes aussi. Les proverbes, et dans les proverbes, très souvent, surtout Pakoti, il joue trop à ça. C'est-à-dire, il prend un proverbe, mais il le change. Mais il essaye de le nuancer. Parce que le proverbe aussi, c'est cela. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a un proverbe, là, on a plusieurs proverbes qui viennent le nuancer. Ou bien montrer que ce n'est pas exactement ce qu'il fallait comprendre. Et ça aussi, c'est la littérature orale. Les épopées ont été revisitées. La religion a été beaucoup utilisée dans le hip-hop. Mais les proverbes également, les contes ont été repris. Et la théâtralisation, et les jeunes ont montré qu'il y avait de la créativité dans ce qu'ils faisaient. Et je pense que ça fait partie de ce qui fait l'intérêt de ce mouvement-là. On parle des jeunes, un langage de la rue, et aussi, bien sûr, l'identité d'un groupe qui constitue effectivement les caractéristiques du rap sénégalais. Tout à fait. C'est exactement ça. Hein. C'est vraiment la question de l'identité. Parce que tous les jeunes du Sénégal, à une époque donnée, ont les mêmes comportements, ont les mêmes façons de voir, et même l'habillement. Même nos enfants ne veulent pas porter ce que nous portons. Ils nous disent, mais pas toi, tu es vraiment complètement... Ça, c'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, avec les pantalons déchirés, etc. Voilà, exactement. Bon. Maintenant, c'est le pain ou quoi. Il faut porter des habits serrés, alors qu'à l'époque, on portait des habits qui étaient gigantesques. Hein. Tu vois un petit homme là, minuscule mais avec des habits qui pèsent 12 kilos, parce que c'était l'époque. Et ça aussi, c'est la mondialisation qui joue son rôle. Et cette mondialisation, on ne peut pas y échapper. Et par rapport à ça, il y a un chapitre intéressant. On voit que les Africains, les Sénégalais, lorsqu'ils sont au Sénégal, portent ces habits, donc américains, mais lorsqu'ils sortent du Sénégal, c'est le contraire. Ils se mettent en patchwork, ils se mettent en baïfal, etc. pour pouvoir, parce qu'ils ont compris également qu'ils étaient en train d'exporter la culture sénégalaise. Quelle est la signification des injures, puisque vous les avez analysées? Voilà, les injures, je suis beaucoup revenu sur les injures, parce que l'injure a une fonction cathartique.
C'est-à-dire que ce que l'on ressent et qu'on n'arrive pas à exprimer de façon physique, on le dit de façon verbale. Il y a un très philosophe qui disait que l'homme est devenu homme le moment où il a compris qu'il pouvait remplacer la violence physique par la violence verbale. Parce que la violence physique est le propre de l'animal. Mais l'homme a compris qu'il était plus facile de toucher un individu en l'insultant de père ou de mère plutôt qu'en le frappant. Parce que quand on frappe, ça passe. Mais quand on insulte quelqu'un, ça reste. Et cette violence verbale-là était une manière pour les jeunes d'extérioriser leurs sentiments, d'extérioriser leur ressenti. Donc ce qu'ils sentaient au plus profondeur et qu'ils ne parvenaient pas à exprimer. Mais malheureusement, on a constaté, et je pense que j'ai fait un article en 2005 où j'alertais, je disais qu'il faut faire attention parce qu'on a une violence verbale qu'on est en train de banaliser et elle finira par se transformer en violence physique. On banalise, les gens insultent, injurient, etc. Dans les morceaux de musique, les gens insultent, injurient et à un moment donné même, il y a eu un embryon de gangster rap au Sénégal où les gens sont battus avec des battes de baseball, où ils se promenaient avec des chaînes. Moi, dans ma génération, quand j'étais jeune adulte, on avait l'habitude de faire ça. Parce que pour nous, c'était une façon d'exprimer notre virilité, de montrer qu'on était vraiment des hommes. Même si on ne l'utilisait pas contre les autres, mais c'était une arme avec laquelle on se promenait. Mais heureusement, ça n'a pas prospéré. Même s'il y a eu quelques accidents, je ne sais pas si vous vous rappelez MC Lida qui a eu un problème avec un jeune sur lequel il a tiré. Mais très tôt, les jeunes se sont quand même repris. Être à l'écoute, ça veut dire aussi être à l'écoute des revendications justement de ces jeunes-là qui représentent quand même s'ils sont des éléments du hip-hop, mais ils représentent quand même une génération de jeunes. Cette absence d'écoute, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est ce qui nous a amené et peut-être aujourd'hui à ces confrontations et à ces incidents-là. Ouais. Soit ils ne les écoutent pas ou bien ils ne les entendent pas. Moi, j'ai bientôt 50 ans. Je ne peux pas juger les jeunes à la lumière de ce que j'ai vécu moi en tant que jeune il y a 30 ans. Donc, et très souvent, c'est ce décalage-là que les gens n'arrivent pas à voir. Et on n'a pas les mêmes réalités. Les jeunes ont des revendications qui leur sont propres. Et parfois aussi, les jeunes ont une façon de comprendre qui n'est pas forcément la façon de comprendre que les gens peuvent avoir. Très souvent, on pense que c'est facile de régler un certain nombre de choses. Et très souvent, les politiques se trompent à ce niveau-là parce que créer des emplois, oui. Mais quel type d'emploi? Est-ce qu'on pense à la précarité de l'emploi? Est-ce qu'on pense à la pérennité de l'emploi, etc. Est-ce que le jeune, on le met dans ce qui l'intéresse? Parce que ça aussi, c'est un des problèmes de tous les pays, hein, c'est pas spécifique au Sénégal. On pense à la place des jeunes. Alors que parfois, il faut penser avec les jeunes et laisser les jeunes penser par eux-mêmes pour pouvoir bouger. Et on se rend compte que Malal a créé une structure, a formé tellement de personnes, Matador a formé tellement de personnes qui n'étaient pas forcément des gens qui avaient un niveau de scolaire très développé et qui peut-être ont décroché très tôt avant le COP ou après le COP et qui ont réussi, des infographistes qui ont réussi à être des beatmakers, etc. et qui vivent de cela. Peut-être qu'il faut réorienter les politiques vers ce qui intéresse les jeunes et écouter davantage les jeunes. Aspect positif dans ce mouvement arabe, c'est qu'il y a eu effectivement l'Union africaine, l'unité africaine qui est apparue, la dénonciation du néocolonialisme, et puis surtout la négritude aussi qui a fait son apparition de tout ça. Ça sont des aspects quand même de revendication très positives. Tout à fait. Et surtout la négritude, là j'avais fait une conférence sur la négritude où j'essaie de montrer que en fait ce sont deux mouvements qui sont nés à environ 50 ans de différence, façon d'agir, les mêmes trajectoires et les mêmes modes d'expression. Parce que ce sont des jeunes de 1930 et des jeunes de 1980 qui ont utilisé la poésie pour s'exprimer et qui ont voulu exprimer leur monde à travers un certain nombre de choses, notamment la revendication de l'identité africaine. Parce que ça dépasse le cadre national. La plupart des artistes de cette époque-là sont des artistes panafricains. Et il y a eu même des coalitions africaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai oublié le terme, le nom de la coalition, mais ils avaient fait un morceau poto-poto. Donc, où les Africains se retrouvaient, où les Sénégalais travaillent avec les Maliens travaillent avec Yélène, le groupe Yélène qui était très fréquent. Et en Guinée également, il y avait un groupe qui était très fréquent au Sénégal et les gens faisaient des échanges parce qu'ils avaient compris une chose, que l'intégration africaine doit être l'intégration des peuples. Ça doit être par le bas et non pas par le haut. Donc, il y a eu cette revendication-là. Mais également, il y a eu beaucoup de revendications au plan politique et ils ont dénoncé la corruption. Ils ont dénoncé le népotisme, ils ont dénoncé les tares de la société.
parce qu'ils ne pouvaient pas accepter, par exemple, l'homosexualité et donc toutes ces contre-valeurs, donc ce qu'ils considèrent comme des contre-valeurs. Donc, ce sont des choses sur lesquelles les jeunes sont exprimés à l'époque et je pense qu'ils continuent toujours à s'exprimer par rapport à cela. Et surtout, ils ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer. Qu'ils n'étaient pas seulement des spectateurs ou des gens qui devaient assister à ce qui se passe, mais qu'ils devaient participer à la vie de leur nation. Et aussi à la maturité, parce que ceux qui avaient 20 ans en 1988, maintenant, ils n'ont plus 20 ans, ils ont 50 ans. Voilà, donc ils ont gagné en maturité. Mamadou Dramé, quand vous enseignez la grammaire et la sociolinguistique, vous le faites en rap? Parfois. Mais j'utilise beaucoup de textes de rap et figurez-vous que lorsque je faisais mon inspection à l'école normale supérieure pour avoir le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, j'ai utilisé un texte Ma vie de Daradi. Et on était en 1998, mais quand j'ai commencé, Mme Kourokan a dit mais laissez-le continuer. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il était possible d'utiliser, il y a de ces textes qu'on peut utiliser, pas tous les textes, naturellement, même en littérature, c'est pas le Marquis de Sade qu'on va utiliser dans une classe de français. Mais il y avait des textes qui étaient très forts et qui me permettaient d'argumenter. Et surtout quand je travaille sur la négritude, je préfère utiliser un texte de Awadi qui parle plus aux jeunes que forcément un texte de Léo Contra Damas qui ne leur parle pas. Ou de Césaire. Mais, voilà, et de Césaire. Et c'est ça qui crée le fait qu'ils vont vouloir avoir envie de découvrir. Et je leur dis, mais mettez ce texte-là en relation avec le texte de Césaire. Et ils ont compris que c'était possible de le faire. Et avec des collègues, Véronique Pétetin, Tidjane Ndiaye et Emmanuel, on a même fait un guide. Donc, comment utiliser le texte de français, de rap dans une classe de français pour enseigner la négritude, les rimes également. Pour en parler, j'utilisais le texte de Pacotille. Donc, ça, c'est des rimes plates, c'était facile, les jeunes comprenaient. Et même le surréalisme, on pouvait utiliser ces textes-là. Il ne s'agit pas de changer, de supprimer ce qu'il y a dans le programme pour remplacer avec le rap, mais il était possible avec le rap quand même de faire des passerelles donc, entre le programme et ce qui se fait de nos jours. Mamadou Dramé, en tout cas, merci de ramener le langage de la rue à l'université, qui est quand même un autre milieu. Cette étude, c'est vrai qu'elle est importante, parce que tout ce que crée l'homme est important quand même à visiter, à revisiter. Au-delà de cette étude, qu'est-ce que vous avez appris en publiant effectivement ce livre? Parlez-vous hip-hop? C'est un livre qui vient après à peu près une vingtaine d'articles. Oui, je sais que vous avez fait beaucoup pas mal de conférences à travers le monde. Mais au moins, moi je me dis que c'était pour boucler et passer à autre chose, quoi. Parce qu'il faut. Le rap évolue. Le rap évolue et parfois on est largué, quoi. Parce que ce qui se fait maintenant par les jeunes, parfois me dépasse. Mais quand même, ça nous a permis de créer un groupe qu'on appelle le groupe de recherche sur les expressions culturelles contemporaines, avec des jeunes qui travaillent sur le rap et essayent de voir les aspects didactiques. Il y a d'autres collègues qui travaillent sur le rap également à Ziguinchor, à l'université de Ziguinchor, à l'université de Saint-Louis, qui continuent à travailler sur le rap parce que nous pensons qu'il faut documenter notre propre hip-hop. Et le documenter, moi je travaille en linguistique, d'autres vont travailler en sociologie, certains mais également il faut qu'on travaille en économie pour voir un peu l'économie de ce rap-là. Il y a beaucoup de formations qui se font un peu partout, il y a un fonds dédié au hip-hop, mais qu'est-ce qu'il devient ce fonds-là et qu'est-ce que ça a produit? Je pense que ce sont des choses sur lesquelles il faut que les gens réfléchissent. L'idée, c'était vraiment de créer des chantiers, d'ouvrir des chantiers de recherche pour l'ensemble des jeunes et de plus en plus, ça se fait. Et je suis très content de voir que je peux encadrer des jeunes qui ne sont pas forcément au Sénégal, qui sont en Algérie, qui sont en Roumanie, qui sont ailleurs, mais qui sont intéressés par ce qui se fait dans leur pays et qui essaient, à travers la recherche également, de montrer que les jeunes s'expriment à travers le rap. Il faut qu'on regarde aussi à travers le rap ce qui se dit pour pouvoir faire bouger les lignes. Merci Mamadou Dramé pour votre livre Parlez-vous hip-hop, langage de la rue et transgression langagière au Sénégal, édition Afro-Québec. Merci beaucoup.